Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Hamdan Al-Damiri, qui est le représentant de l'Union des communautés et associations palestiniennes en Europe, de Bruno Dresky, professeur à l'INALCO à Paris, spécialiste des géostratégies, et de Majed Nemeh, directeur du célèbre magazine Afrique-Asie, qui n'est pas toujours au goût de l'État français, qui a connu donc des problèmes, mais comme le phénix, il ressurgit de ses cendres. Un très intéressant mensuel que je vous recommande. Aujourd'hui, j'ai voulu leur poser à tous les trois une question toute simple. Y a-t-il une solution? C'est-à-dire que devant cette euh, horreur qui nous étreint tous face à la situation, qu'on peut résumer très vite par le fait que 100 médecins israéliens viennent de lancer un appel pour qu'on bombarde les hôpitaux de Gaza, que le blocus criminel, avec la complicité des États-Unis et de l'Europe qui font rien pour l'arrêter, fait que des enfants aujourd'hui à Gaza sont amputés sans anesthésie, et que à Gaza aussi des enfants sont réduits à mendier pour de l'eau. Donc c'est vraiment une forme de torture moderne, une forme de violence génocidaire. Et en même temps, on a un autre élément très important dans ce combat, c'est tout simplement la résistance des Gazaouis qui est absolument héroïque, de sorte que ça nous donne un espoir et ça nous autorise à parler de l'avenir. Et c'est ça que nous allons essayer de voir. Y a-t-il un avenir? Y a-t-il une solution? Pourtant, on va commencer par parler un petit peu du passé parce que je suis vraiment convaincu que le passé permet de comprendre ce qui arrive maintenant. Et donc, nous allons vous projeter et montrer une citation de Campbell Bannerman que Bruno m'a fait découvrir cette semaine. Je ne connaissais pas cette citation et elle vaut vraiment la peine. Je pense qu'elle est très claire. Je lis, c'était donc le Premier ministre britannique en 1907. C'est un rapport qui était interne, secret. Et il dit: les peuples arabo-musulmans contrôlent de vastes territoires riches en ressources connues ou cachées, au carrefour des routes du commerce mondial. Ils constituent une menace pour l'Europe et un obstacle à son expansion. Vous avez bien entendu, un obstacle à son expansion, pas une menace pour l'Europe qui vont envahir l'Europe, non, qu'ils empêchent l'Europe de s'étendre impérialiste comme elle voudrait. Et donc, quelle est la solution, dit Campbell? Un corps étranger devrait être implanté au cœur de cette nation afin de l'empêcher de s'unir de telle sorte qu'elle soit amenée à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. Et il dit qu'il faut créer un État tampon aux Palestine avec une force présente étrangère, hostile à ses voisins, solidaire avec les pays européens et au service de leurs intérêts. À vous trois, je demande, est-ce que Campbell, il éclaire bien ce qui se passe maintenant? Allez-y, n'importe. Amnan. Ok, bien. Euh, la semaine passée, moi, j'ai écrit un petit article euh, que j'ai intitulé Israël perd son rôle fonctionnel. J'ai mis une sorte de point d'exclamation. Et dans ma pensée, effectivement, qu'Israël, quand elle est née, et avec l'idée, bien sûr, à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, l'objectif à l'époque, c'était justement de créer dans une région importante, parce que je rappelle aussi au début du 20e siècle, on a découvert le pétrole au nord de l'Irak, et puis on a aussi commencé à découvrir le pétrole dans le territoire de ce qu'on appelle l'Arabie saoudite. Et par conséquent, donc, pour les puissances coloniales de l'époque, l'Angleterre, la France et puis les États-Unis qui sont venus un petit peu plus tard après ces deux puissances coloniales que j'ai citées, eh bien, l'objectif, c'était justement de mettre en place un bras armé qui défende les intérêts des puissances coloniales. Pour moi, Israël, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Et moi, je suis de ceux qui tirent les conclusions de 7 octobre qu'Israël
a montré les limites, ses limites, le 7 octobre. Par conséquent, l'Occident, de nouveau, il vient dans la région avec ses forces. On voit avec l'arrivée des Américains, avec les navires américains, les porte-avions américains, etc., que l'Occident, il a compris, les puissances coloniales maintenant, surtout les États-Unis, ils ont compris que Israël a des limites et par conséquent, il faut que celui qui a créé Israël vienne cette fois-ci justement pour quelque part remplir la fonction qu'Israël devait remplir quand elle a été créée. Donc, effectivement, je crois que la citation que vous venez de le faire, elle est juste. L'Occident, les puissances coloniales occidentales, ils ont créé Israël pour remplir une fonction à l'époque. Est-ce qu'Israël, maintenant, je pose, moi, la question et d'autres posent avec moi cette même question, est-ce qu'Israël peut continuer à jouer ce rôle-là? Moi, je pense que ces limites, elles sont montrées maintenant et par conséquent, il est question maintenant que l'Occident, peut-être cette fois-ci, entre d'une manière plus active et pour trouver quelle est l'alternative à Israël dans cette région. Est-ce que c'est la présence directe des puissances coloniales? C'est ça ce qui montrent les Américains maintenant. Et je termine en disant que c'est lui qui retarde maintenant un cessez-le-feu dans ce conflit entre Gaza et Israël. Celui qui retarde, ce sont les Américains, ce n'est pas les Israéliens. C'est les Américains qui retardent le cessez-le-feu parce que les Américains, ils ont des calculs. Et dans leurs calculs à eux, ils pensent déjà, c'est quoi après un cessez-le-feu? Quel est l'avenir de Gaza? Quel est le rôle des forces de résistance palestiniennes à Gaza, etc. Donc, ils veulent maintenant s'assurer, je dirais, que cet avenir-là entre leurs mains. Et c'est ça ce qui bloque pour l'instant, à mon avis, le cessez-le-feu. Et par conséquent, Israël continue son travail en détruisant le maximum des infrastructures, des maisons et en tuant le maximum des Palestiniens dans la bande de Gaza. On va venir directement à l'analyse de où en est le conflit, qui veut le continuer. Peut-être un commentaire quand même de Bruno et Majette sur Campbell, ce vieux Premier ministre qui semble toujours d'actualité. Oui, alors, écoute, ouais. Allez-y. non, oui, enfin bon, de toute façon, ce Premier ministre, en fait, ne fait que résumer, je dirais, toute la politique anglaise au XIXe siècle, voire bien avant, en fait, puisqu'on peut même remonter à Cromwell et déjà à l'idée que ce serait bien que des Juifs s'établissent en Palestine. Donc ça remonte très tôt, mais effectivement, le capitalisme a, si je peux dire, boosté l'impérialisme anglais, c'est très clair, et désormais, évidemment, le capitalisme avait besoin, et l'impérialisme avait besoin de créer quelque chose, entre guillemets, de stabilisateur pour ses intérêts devant la déliquescence prévisible de l'Empire ottoman et devant la fin de l'Empire ottoman. Et je pense que si on regarde la carte aussi, c'est très éclairant, parce qu'on voit que les frontières de la Palestine qui ont été dessinées lors des accords Sykes-Picot vont de la Méditerranée, en passant par le désert du Negev ou du Nakab, jusqu'à la mer Rouge. Et donc, si vous regardez la carte de la Palestine, qui est devenue la carte d'Israël aujourd'hui, c'est un poignard qui divise en deux le monde arabe, qui divise en deux le monde musulman et qui divise en deux le monde colonial de l'époque, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie. Donc c'était effectivement le rôle de cette création israélienne, sioniste. Et effectivement, je pense que ce qu'a dit Hamdan est très intéressant, c'est qu'on est en train de changer de paramètres dans la région parce que effectivement, et là, je dirais un peu à l'image des croisades, si on regarde la carte à l'époque des croisades, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire ce poignard entre la mer Méditerranée et la mer Rouge ne joue plus le rôle efficace, entre guillemets, qu'il a pu jouer, et donc les jeux sont ouverts, et quand on sait bien dans l'histoire, quand les jeux sont ouverts, ils deviennent de plus en plus brutaux, de plus en plus violents, et c'est donc au peuple de d'abord comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, et puis de réagir pour forcer les puissances occidentales sur le déclin, parce qu'il faut aussi avoir ça en tête. Les États-Unis sont sur le déclin, je ne parle même pas de l'Europe qui est une roue de secours trouée. Donc c'est vraiment le moment où on doit remettre toutes les cartes sur table. Ça, je crois que c'est quand même surprenant pour beaucoup de gens parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire disent, ben voilà, le sionisme, ça a commencé en 1895-97 avec Herzl, le congrès de Bâle, les projets des sionistes. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'en fait,
ça a commencé beaucoup plus tôt et que ce n'est pas les Juifs qui y ont pensé, mais c'est d'abord les grands capitalistes de l'Empire occidental. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, on voit. Moi, j'ai un commentaire là-dessus. Oui, oui, bien sûr, parce que moi, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la guerre globale contre la Syrie, fin de partie, point d'interrogation, et j'ai consacré mon chapitre à s'intituler sur la Palestine, un projet Israël, projet colonial. Et justement, j'écrivais que Israël n'a pas été conçu par les Juifs, bien au contraire, ils y étaient opposés. Et il faut revenir à 1840. L'Empire ottoman, à l'époque, c'était l'homme malade de l'Orient. C'est comme ça que l'Europe le qualifiait. Ottoman, c'est-à-dire l'Empire turc qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient. Voilà, c'était l'homme malade, et puis il y avait les concessions, il y avait soi-disant la protection des minorités, et tout ça. Les puissances occidentales intervenaient, coloniales à l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore là. Donc, et à ce moment-là, il y a eu une expérience extraordinaire, celle du gouverneur de l'Égypte qui a fait dissidence vis-à-vis de l'Empire, et il a voulu le réformer. Et là, c'était la ligne rouge à ne pas franchir, parce que Mohamed Ali a conquis la Syrie, il a unifié la Syrie et l'Égypte, et on voit que dans toute l'histoire de cette région, depuis les anciens temps, pour s'arrêter juste depuis, disons, les croisades, quand l'Égypte et la Syrie sont un seul pays, c'était la fin des croisades. On se rappelle Saladin, il gouvernait la Syrie, puis quand il a vu que l'Égypte était à l'époque défaitiste, voulait faire alliance avec les croisades, il a occupé l'Égypte et puis il a unifié les deux pays. Et c'était fini avec les croisades. Et bien, surtout je sais qu'on est on est en train de convoquer toute l'histoire, mais je crois que pour le public qui nous écoute plus jeune, on devrait... Non, mais pourquoi? Parce que je dis que Mohamed Ali a unifié la Syrie et l'Égypte. Et depuis cette partie du monde arabe, il a voulu réformer l'Empire ottoman. Je pense qu'on ferait bien, j'ai bien compris que justement, on parle de l'Égypte et de la Syrie, justement là où se trouve Israël, et c'est un peu le carrefour entre l'ouest et l'est du monde arabo-musulman. Ce que je voulais dire, c'est qu'on devrait, à mon avis, expliquer pour les jeunes que Mehmet Ali non seulement voulait unifier des territoires, mais aussi que c'était un souverain très moderne qui avait développé une industrie, voulait faire une sidérurgie, voulait faire une agriculture beaucoup plus développée. Voilà. Donc, c'était un peu un capitalisme égyptien très moderne. Vous aimez cette vidéo? Aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe Investi Action. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Un capitalisme égyptien très moderne. Très moderne, national, et qui était en opposition avec le capitalisme britannique. C'est ça qui faisait problème aux capitalistes britanniques et français qui ne voulaient pas un concurrent. C'est ça que je voulais te demander. Exactement. Il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté, c'est-à-dire il fallait garder l'homme malade, c'est-à-dire l'Empire ottoman malade, jusqu'au moment où on se partage ses dépouilles. Et là, la création d'un État fort, moderne, ou un empire ottoman réformé, modernisé, c'était l'obstacle, le cauchemar pour toutes ces nations occidentales. C'est pour ça, Palmerston à l'époque, avant Campbell, c'est en 1840, après que les armées occidentales, y compris l'armée française, étaient intervenues pour repousser Brahim Bacha, ou le fils de Mohamed Ali, jusqu'à la vallée du Nil. Il dit, vous n'avez pas le droit de regarder ailleurs, vous restez en Égypte jusqu'au moment où il y a eu l'occupation. Et pour rappeler, à l'époque, Mohamed Ali, qui était analphabète, mais qui refusait catégoriquement l'ouverture du canal de Suez. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le jour même où le canal sera ouvert,
l'Égypte deviendra une colonie occidentale. Donc, il refusait, il comprenait bien la géopolitique de la région. Donc, Palmerston disait, il faut éviter que ce cauchemar se reproduise. Donc, il faut créer un obstacle, un État tampon entre la Syrie et l'Égypte pour que cette expérience unificatrice du monde arabo-musulman de l'époque ne se reproduise plus. Donc, ceux qui avaient pensé à la création d'un État juif, c'était surtout les chrétiens sionistes. Les Juifs à l'époque n'étaient pas d'accord avec cette vision parce qu'ils voulaient tout simplement l'émancipation dans le monde occidental. Quant au monde arabe et musulman, ils étaient déjà intégrés, ils n'étaient pas persécutés, contrairement aux clichés qu'on véhicule. Donc, et ce n'est que quelques décennies plus tard que Herzl, qui n'était pas un juif croyant, il était un journaliste profitant de l'affaire Dreyfus, a créé, a organisé le premier congrès sioniste à Bâle en Suisse en 1896 et c'était le début du mouvement sioniste qui était combattu par énormément de mouvements juifs à l'époque. Oui, hein, ils étaient très minoritaires. C'était en fait un nouveau projet colonial. Voilà. Et puis d'ailleurs, Herzl, dans son livre L'État des Juifs, disait nous voulons constituer un avant-poste de la civilisation contre la barbarie. C'était ça son mot exactement. C'est le slogan de tous les colonialistes de la planète entière. Voilà. Donc on voit bien que l'histoire éclaire formidablement le présent et comme on l'a toujours dit à Investigation, il est vraiment important que les jeunes étudient l'histoire parce qu'on a déjà compris alors pratiquement tout ce qui se passe maintenant. Hamdan a lancé une discussion très actuelle où il a dit, et ça m'a étonné, c'est pas Netanyahou qui veut continuer, c'est les États-Unis. Netanyahou, pourtant, Hamdan, il donne l'impression de vouloir y aller à fond, de se débarrasser des gens de Gaza et de ne pas vouloir s'arrêter. Tu peux expliquer cette... Oui, en fait, pour être précis, je dirais que Netanyahou souhaite, il travaille pour qu'il y ait un élargissement de ce conflit-là et l'entrée des Américains dans le conflit. Parce que pour lui, il veut allonger sa présence au pouvoir, sachant qu'il va porter obligatoirement la responsabilité de l'échec militaire israélien. Et par conséquent, pour lui, la manière de se sauver, c'est justement d'allonger ce conflit. Et pour allonger ce conflit, et bien sûr, c'est les Américains en entrant activement dans le conflit. Donc lui, il souhaite cela. Mais moi, j'ai parlé de cessez-le-feu. Les Américains veulent aussi s'assurer c'est quoi la situation après. Bien, quand on arrive à un cessez-le-feu, on commence à négocier des accords, des compromis, de ceci, de cela. Commençons avec la question des prisonniers. Ça, on le sait déjà. Et les Américains, leur objectif, c'est la question qui est posée maintenant côté américain. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y avait la dernière visite de Blinken, donc dans la région, et surtout de chef de CIA dans la région, parce que le chef de CIA, il était aussi en Israël, il était en Égypte. Et la demande de chef de CIA au président égyptien, c'était de proposer à l'Égypte de gérer, je dirais, la bande de Gaza pour une période transitoire. Et après, bien sûr, après le désarmement des mouvements palestiniens dans la bande de Gaza, en attendant que l'autorité palestinienne reprenne je dirais la relais dans la bande de Gaza au niveau de la gestion. Ça, c'est la proposition qui a été faite par William Burns, donc c'est le chef du CIA, au président égyptien. L'Égypte, le président égyptien, il a refusé cette proposition, sachant que si l'Égypte entre à Gaza, ben, il va affronter aussi les mouvements palestiniens, parce que les mouvements palestiniens n'accepteront jamais ni les forces égyptiennes, ni les forces israéliennes, bien sûr, pour gérer. Donc, moi je dirais c'est une impasse maintenant pour les Américains. La situation, cette impasse-là explique la continuité des affrontements et la continuité d'une carte blanche donnée à Netanyahou
pour qu'il continue son travail, je dirais, de destruction, de tuerie massive des civils palestiniens. Et c'est dans ce sens-là, quand j'ai parlé je dirais, comment dirais-je, le retard d'un cessez-le-feu dans la région, à mon avis, c'est les Américains qui retardent parce qu'ils veulent s'assurer c'est quoi la situation après. Ils cherchent. Ils demandent à la Jordanie, ils demandent à l'Égypte, ils peuvent imaginer peut-être, je ne sais pas, une force internationale. Mais de côté palestinien, ça je le sais, et je suis, je crois, bien informé, le mouvement palestinien refuse catégoriquement quiconque vienne gérer la bande de Gaza. Bien, un commentaire, Bruno? Oui, bah, je pense que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il faut aussi avoir en tête que disons, l'establishment israélien et l'establishment américain sont à la recherche d'une solution et qu'il y a des contradictions très fortes. Quand un empire ou un bloc entre en crise, les contradictions internes sont très fortes. Et donc, on voit quand même dans ce qu'on appelle Israël des mouvements de protestation. On voit qu'il y a des militaires qui sont pas tout à fait d'accord, même s'ils n'ont pas trop le droit de parler. On voit que c'est un peu, si je peux dire, la panique à bord. Et sur ce plan-là, je pense que le 7 octobre, indépendamment de ce qu'on pense du Hamas, etc., et de tout ce que notre propagande nous sert, le 7 octobre a été une brèche qui a ouvert les contradictions à l'intérieur du bloc occidental, aux États-Unis, en Israël et ailleurs. Et c'est pour cela que l'ensemble des Palestiniens s'est reconnu dans le 7 octobre, indépendamment de leurs attitudes politiques, de leurs opinions politiques, idéologiques ou autres. Je pense que c'est très important. Et même quand on voit la façon dont a réagi à cela l'autorité palestinienne, elle n'ose pas critiquer le 7 octobre parce que déjà évidemment son autorité morale sur la population palestinienne est assez limitée, mais aujourd'hui elle se suiciderait si elle prenait le relais officiel de la politique israélienne ou américaine à Gaza ou plus largement sur toute la Palestine. Donc a vraiment... On peut insister sur ce point parce que on n'arrête pas de nous dire dans les médias c'est une guerre entre Israël et le Hamas. C'est totalement faux. On n'a qu'à voir toutes les organisations palestiniennes, des plus radicales au sens politique du terme, c'est-à-dire les organisations marxistes comme le FPLP ou le FDLP, mais aussi les brigades Al-Aqsa, mais aussi le PPP, le Parti populaire palestinien, à Gaza, mais aussi au Liban. Elles sont unies. Alors au Liban, elles sont unies entre elles, mais aussi avec le Hezbollah, le Parti communiste libanais, etc. Il y a un front, véritablement un front palestinien et arabe au sens des peuples arabes, des partis arabes, qui est vraiment solidaire de la résistance palestinienne. Il faut parler de résistance palestinienne. Il faut cesser de parler du Hamas. Bien sûr que le Hamas est l'élément le plus visible militairement parlant sur le terrain, mais les Palestiniens se reconnaissent non pas dans le Hamas, mais dans la résistance palestinienne, dans laquelle le Hamas a, il faut bien le reconnaître, joué le 7 octobre un rôle clé. Mais ça dépasse largement les opinions idéologiques ou politiques des uns ou des autres. Et ça, c'est absolu. Il faut le marteler de notre côté. Jamais utiliser l'expression Hamas, même si nous savons bien que le Hamas est l'élément clé militairement parlant à Gaza aujourd'hui. Fondamentalement, c'est la résistance du peuple palestinien. Par exemple, la conférence la réunion des 9 partis communistes arabes de la Méditerranée orientale l'a confirmé. C'est le front uni face à l'agresseur sioniste. Je me tourne vers Majed. Est-ce qu'on peut dire alors que le 7 octobre, malgré toutes les souffrances et quelle que soit l'issue militaire immédiate, le 7 octobre, Majed, c'est déjà une victoire pour les Palestiniens? C'est-à-dire, non seulement pour les Palestiniens, c'est le début de la fin du projet colonial sioniste. Parce que là, si vous voulez, parce qu'on va revenir à la solution quelle solution? Mais pour l'instant, je veux signaler une chose, c'est que depuis la guerre éclair de juin 1967, que Israël a gagné haut les mains. Parce que les Arabes n'étaient pas préparés, ne voulaient pas la guerre. D'ailleurs, Nasser et Bourguiba l'avaient déjà déclaré. Il avait dit, moi, tout ce que je demande, c'est l'application des résolutions de l'ONU, qu'Israël a refusé à l'époque déjà.
Donc, c'était la seule guerre qu'elle a gagnée, et encore, parce qu'on appelait cette guerre, rappelez-vous, la propagande occidentale, la guerre de 6 jours. Mais en fait, c'est la guerre qui continue jusqu'à maintenant. La guerre de 56 ans. Et ça va, encore, il faut. Donc, la guerre d'octobre a été gagnée par le monde arabe, mais c'est Sadat qui a trahi, parce que lui, il voulait se détacher de l'Union soviétique. Il pensait, dans son idéologie, il l'a écrit, il l'a dit, que 99% des cartes sont entre les mains des États-Unis, donc autant se jeter dans les bras des États-Unis. Mais déjà, la guerre d'octobre 1973, c'était une défaite stratégique d'Israël et de ses protecteurs. On se rappelle qu'il y a un mois, Kissinger, il a dit, c'est grâce aux États-Unis et à moi personnellement qu'Israël n'a pas été défait en 1973. Donc, depuis, il n'y a pas eu de guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de guerre gagnée par Israël. Ils ont détruit, ils ont occupé des villes, ils ont fait tout ce que vous pouvez imaginer comme barbarie, comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tout ce que, mais ils n'ont pas réalisé leurs objectifs. À Beyrouth, ils ont occupé la première capitale arabe en 1982. Et puis, ils ont dû quitter vite en criant dans les haut-parleurs, s'il vous plaît, ne tirez pas parce qu'on est en train de se retirer. Et puis, quelques années après, le Liban, le chaînon le plus faible du monde arabe, a réussi à libérer le Sud-Liban sans aucune concession, sans une normalisation jusqu'à maintenant. Et maintenant, le Hezbollah à l'époque n'existait pas. Maintenant, c'est une résistance redoutable qui quand même peut. C'est le Hamas puissance 10. Donc, je pense que l'Occident, en créant Israël, soi-disant comme pour une solution pour la question palestinienne, maintenant l'Occident colonial réfléchit comment intégrer ce pays normalement sans qu'il y ait un autre holocauste, sans qu'il y ait normalement. Et c'était là la pression américaine, les pressions inimaginables sur beaucoup de pays arabes pour qu'ils normalisent avec Israël. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas réussi. L'Arabie saoudite qui était en négociation, maintenant elle a arrêté. Vous voyez, il n'y a eu que les Émirats, le Bahreïn et le Maroc pour des raisons contrairement à l'opinion publique marocaine. Voilà. La normalisation est donc bloquée, c'est aussi une victoire. On va en venir à la question centrale d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il y a une solution? Parce que ce que les médias nous disent, et ce qui est quand même répandu dans beaucoup de populations ici en Europe occidentale, c'est, voilà, les Juifs et les Arabes, ils se détestent tellement, il n'y a pas de solution possible. Et donc, on a eu dans le passé des gens qui disaient il faut un seul État sur la Palestine, où tout le monde est mélangé avec les mêmes droits. On a eu des gens qui disaient il faut 2 États, chacun chez soi, et il y aura de l'autonomie et ça sera plus équilibré. La solution à 2 États, qu'est-ce que vous en pensez hier et aujourd'hui? Hamdan, peut-être? Je dirais que c'est une question qui revient, donc, parce que c'est la question, y a-t-il une solution pour ce conflit ou pas? Et moi, de mon côté, je pense que d'abord, il faut, je dirais, d'une manière radicale, modifier l'idéologie qui est portée par l'État d'Israël. Parce que c'est une idéologie qui nie tout pour les Palestiniens. Donc, il y a une négation totale de leurs droits, de leur existence. Et on le voit maintenant, certaines déclarations des ministres dans ce gouvernement, je dirais fasciste, parce que pour moi, c'est un gouvernement fasciste. Pas seulement il est raciste, mais il est aussi fasciste. Donc, tant que je pense il y a cette idéologie-là qui nie le droit du peuple palestinien, le droit des réfugiés palestiniens de retourner chez eux. Moi-même, je suis
un fils d'une famille palestinienne qui a été réfugié, exilé en 1948. Nous sommes originaires de ce qu'on appelle le territoire de 48. Je suis né moi-même dans un camp des réfugiés palestiniens à Tulkarem. C'est le camp de Tulkarem dont on a parlé dernièrement avec certains types d'affrontements à l'intérieur de camps par l'armée israélienne. Et donc, tant que l'idéologie, elle est là, et je dirais, elle nourrit l'État d'Israël, moi, je pense que les portes sont bloquées face à une solution négociée. Et maintenant, peut-on imaginer ce qu'on appelle une solution par étapes? Là, il faut absolument à ce moment-là que ce qu'on appelle la communauté internationale, mais là, j'ai mis entre guillemets le terme communauté internationale, parce que c'est quoi la communauté internationale? En fait, c'est l'Occident, parce que quand on parle de communauté internationale, c'est l'Occident. Alors, moi, je pense que si l'Occident ne se rend pas compte qu'il faut absolument imposer à Israël certaines règles, et surtout le retrait des territoires occupés au moins en 67, le retrait de territoires occupés en 67 et le démantèlement de toutes les colonies installées depuis 1967 jusqu'à maintenant, et de négocier, je dirais, les modalités de l'application de la résolution des Nations Unies 194, c'est 194, qui concerne les réfugiés palestiniens. Moi, je pense qu'il est difficile. Et on le droit au retour de ceux qui ont été chassés. Bien sûr, oui. À l'époque, on sait très bien qu'ils étaient plus ou moins 800 000 en 1948. Et maintenant, d'après l'UNRWA, parce qu'on suit les informations de l'UNRWA, donc les statistiques de ces personnes, les descendants de ces personnes. Il y a encore des personnes en vie qui sont parties à l'époque, mais c'est une catégorie très rare maintenant parce qu'il faut avoir presque 80 ans pour se rappeler de la Palestine avant la Nakba. Et moi, je pense que ces deux solutions, c'est-à-dire soit l'Occident oblige Israël à se retirer de territoires occupés et permet par conséquence d'ouvrir une porte devant d'autres perspectives. Et tout un travail doit être fait à l'intérieur de la société israélienne elle-même pour se débarrasser de cette idéologie qui nie le droit du peuple palestinien, justement pour arriver à une solution à ce moment-là, à un État. Moi, je suis de ceux qui portent l'idée d'un seul État où le juif, le chrétien, le musulman peuvent vivre ensemble. Moi, je me rappelle, mon père, mes parents, quand ils parlaient de la Palestine avant 1948, ben, ils étaient en contact avec les juifs, avec des personnes juives en Palestine. Ils étaient en contact, ils avaient des intérêts ensemble, etc. Donc, on a vécu... Donc, je m'excuse, Hamdan, il faut expliquer pour ceux qui découvrent le problème. Oui. Il y avait des Juifs qui vivaient en Palestine avant 1948 depuis longtemps. Et en réalité, ceux qui maintenant dirigent l'État d'Israël et font la guerre, ce sont des Juifs qui ont émigré d'Europe occidentale, orientale, du Maghreb et tout ça, qui sont donc venus différemment. Et d'ailleurs, dans un livre qu'Investigation a publié, Thomas Suarez, un chercheur britannique, a montré que les sionistes ont commis des attentats avant la proclamation d'Israël en 1948. Ils ont commis des attentats donc pendant les années 30 et 40, non seulement contre les Britanniques qui géraient la région, non seulement contre des Palestiniens, mais aussi contre des Juifs qui n'étaient pas d'accord avec leur projet à eux. Parce que ça, les jeunes ne savent pas. Pour eux, il y a une assimilation israélien, sioniste, juif, donc ça doit être clarifié pour le public, ça. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Même pas seulement à l'intérieur de la Palestine, il y avait des attentats. Même quand on lit certains ouvrages écrits par certains dirigeants israéliens, sionistes, etc., je crois que c'était un premier ministre israélien qui a écrit concernant l'attentat qui est arrivé à Bagdad, dans la synagogue de Bagdad. Donc, c'est un groupe sioniste qui a mis une bombe dans le synagogue justement pour créer l'atmosphère de peur, de crainte côté donc des Juifs irakiens, ce qui a obligé les Juifs irakiens de partir dans les années 50, plus ou moins vers la fin des années 50, vers l'extérieur, donc, et finalement, ils se sont retrouvés en Israël. Begin ou Shamir qui était derrière. Voilà, c'était Shamir exactement, qui a reconnu, parce que c'est... Donc, si je comprends bien, et les gens doivent le savoir, il y a des Juifs sionistes qui ont tué des Juifs non sionistes un peu partout pour semer la panique et justifier la création de l'État d'Israël. Tout à fait. Donc, c'est arrivé. Jamais rappelé dans les médias, tout ça. Oui. Les médias ne le disent pas, absolument. Ce sont des vérités historiques qui ne sont pas...
Hamdan a par les lancé médias. la discussion deux États, un État. Je me tourne vers Majed. Qu'est-ce que tu penses qui est la solution? Écoutez, la solution de deux États pourrait être provisoire. Parce que là, si vous voulez, maintenant, sur quelle la solution des deux États, c'est on voit maintenant l'autorité palestinienne, c'est une autorité qui n'a de réalité que le nom. C'est une annexe de la politique israélienne. Il faut rappeler que l'autorité palestinienne, la police de l'autorité palestinienne, qui est financée par les États-Unis, c'est cette police-là qui fait la chasse aux résistants palestiniens pour les empêcher de lutter contre Israël. C'est 50% des opérations qui sont planifiées par la résistance ont été avortées par la police palestinienne de Mahmoud Abbas. Ça, il faut pas. Donc, un État palestinien, ça va être un État supplétif d'Israël. C'est pour ça, et surtout avec la colonisation. Il y a 700 000 colons maintenant en Cisjordanie, avec les accords d'Oslo. C'était les Palestiniens, ils avaient accepté 80% de leur territoire national contre 80% à Israël. Et là, depuis Oslo, à peu près 40% de ce territoire a été colonisé par les Israéliens. Donc, sur quel territoire on va construire ces deux États? Voilà. C'est pour ça, à mon avis, la seule solution valable aujourd'hui, c'est la solution d'un seul État, c'est la solution sud-africaine. C'est-à-dire, c'est le démantèlement du sionisme, l'instauration d'un seul État unique, peut-être fédéral, confédéral, tout ce que vous voulez, pour préserver les droits de tout le monde, démocratique, sur tout le territoire palestinien historique. Il n'y en a pas d'autre maintenant. Et c'est parce que les projets coloniaux sont presque disparus de la planète. Il ne restait que la Palestine, peut-être quelques territoires dans le Pacifique et le Sahara occidental, selon la liste des États-Unis. Voilà. Donc, toutes ces colonies sont vouées à la disparition. Et Israël en fait partie. Parce qu'on ne peut pas accepter maintenant, au XXIe siècle, même les Israéliens sont divisés sur ça. Parce que là, maintenant, la discrimination au sein même d'Israël. C'est une société divisée. On l'a vu avant le 7 octobre. La moitié des Israéliens ont manifesté contre les lois liberticides de Netanyahou. Et puis aussi le projet de Netanyahou. Il l'a fait d'ailleurs dans la Constitution, c'est de transformer Israël en État uniquement juif. Donc c'est de la discrimination, c'est l'apartheid. Donc on peut plus, c'est-à-dire l'Occident, à chaque bout de phrase il dit mais Israël c'est la seule démocratie dans cette région. Mais de quelle démocratie on parle? De l'apartheid, de la ségrégation raciale, théologique, etc. Donc, ce projet n'a plus de raison d'être. Il sera même refusé par l'Occident qui l'a créé. Parce que, je vous rappelle, par exemple, on a quand même l'impression que l'Occident maintenant, Blinken et d'autres, sont en train de nouveau d'essayer de vendre l'idée de deux États et que c'est ça la solution. À mon avis, il est en train, il essaie maintenant de sauver Israël de lui-même. Parce qu'ils ont créé un monstre qui leur échappe. Maintenant, il faut comment sauver? On n'a pas, mais ça va être que provisoire. Parce que c'est un projet qui ne peut pas survivre. Même la majorité des Juifs vont quitter Israël. Vous voyez, parce que, pourquoi je dis la solution sud-africaine? Parce que les Blancs sont restés avec l'égalité des droits. Mais non, on est dans ce monde où tout le monde appelle à la démocratie. Donc, le b.a.-ba de la démocratie, c'est de donner des droits à tout le monde. Mais les Sud-Africains ont donc trouvé une solution qui, peut-être au point de vue économique et social, il y a encore beaucoup à dire, mais en attendant, il y a l'égalité des droits et la majorité noire dirige le pays maintenant. Du point de vue constitutionnel, bien sûr. Même en France, même dans les soi-disant
soi-disant démocratie accomplie, il y a des marginalisations, des exploitations, etc. Mais au moins au niveau du droit constitutionnel, c'est l'égalité. Un homme égale un homme. Et là, c'est ce que les Israéliens refusent et ce que les Occidentaux jusqu'à maintenant ont protégé. Ils ont protégé un produit colonial, raciste, d'apartheid. Et maintenant, ce n'est plus les Palestiniens qui le disent. C'est Amnesty International, Human Watch. Ils ont fait des rapports très détaillés. Et même des organisations israéliennes de droits de l'homme qui le disent. Oui, Donc, oui. Tout le monde parle d'apartheid. Comment on peut tolérer Majed, tout le monde parle d'apartheid. Je me tourne vers Bruno parce que, donc, 2 États, un État, je demanderai ton avis et puis je poserai la question. Pour le moment, les choses sont quand même très brûlantes. C'est un peu difficile d'imaginer qu'on vive côte à côte demain dans les mêmes rues, etc. Donc, est-ce qu'il y a des solutions de transition? Est-ce qu'il y a des compromis pour calmer les choses? Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement, nous vivons dans une période brûlante, donc évidemment, nous voyons la chose immédiate telle qu'elle se pose. Alors il est clair que l'exigence du moment, c'est le cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu ouvre automatiquement la porte à des négociations. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aurais tendance à dire, c'est que même si la situation d'aujourd'hui est dramatique et catastrophique, je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste? C'est-à-dire la cohésion de la société dite israélienne est en train de s'effriter, d'une part. D'autre part, les appuis à l'État d'Israël dans l'opinion occidentale et particulièrement américaine est en train de s'effriter. Il y a quand même des statistiques qui sont très révélatrices de l'évolution générale. 40% des Juifs américains ne s'identifient plus depuis Gaza à l'État d'Israël. Mieux, 30% des néo-évangéliques américains, donc des chrétiens sionistes, ont de la sympathie pour les Palestiniens. Je parle des néo-évangélistes, donc le secteur le plus fanatiquement pro-israélien, 30%. Tout ça, c'est des sondages qu'on ne nous publie pas, mais qui sortent aux États-Unis. Et c'est très important. En Israël, on a vu quand même beaucoup d'Israéliens qui ont pris les passeports de leurs anciens pays. Une moitié, on dit qu'un Israélien sur 2 a un passeport autre que le passeport israélien, ce qui en quelque sorte est une assurance en cas de défaite. Et on voit quand même beaucoup d'Israéliens quitter le pays. On voit aussi se tarir l'idée d'émigrer en Israël pour les Juifs français ou États-Unis, auxquels on avait vendu l'idée que le Juif serait plus en sécurité à Tel Aviv qu'à Paris ou dans la banlieue parisienne. En fait, finalement, il s'avère qu'il est bien plus en sécurité dans les banlieues parisiennes que à Tel Aviv ou à Ashdod. Donc tout ça joue sur le long terme. Israël a déjà perdu. Donc tôt ou tard, c'est comme l'apartheid, évidemment en Afrique du Sud. Les partisans fanatiques de l'apartheid ont bien dû céder le terrain à ceux qui ont regardé la carte, les enjeux économiques, démographiques. Et je pense que à terme, on arrivera à la solution d'un seul État avec les Juifs locaux qui vont comprendre que pour quitter, qu'il va falloir quitter le sionisme s'ils veulent pas quitter le pays. Et je pense en particulier aux Juifs arabes qui représentent quand même la moitié des habitants d'Israël et à qui on a vendu et qu'on a en quelque sorte, moi je dis, on les a pris en otage parce que finalement on en a fait des sionistes alors qu'ils ne l'étaient pas au départ et on les a repoussés dans les quartiers les plus défavorisés des villes israéliennes, voire du désert profond du sud du pays. Donc il y a aussi Bruno, est-ce qu'Israël est aussi une société de caste avec des classes sociales? Effectivement, il y a un racisme intra-juif en Israël, alors à plusieurs étages. Il y a les juifs européens, il y a les juifs arabes, et puis tout en bas, il y a ceux qu'on appelle les falachas, c'est-à-dire les juifs noirs. Et puis ensuite, évidemment, il y a les Palestiniens. Donc, effectivement, on est dans une situation à la sud-africaine, où en Afrique du Sud aussi, on avait les Noirs, les Blancs et ce qu'on appelait les métis.
finalement, les juifs arabes et les falachas, c'est les métis du sionisme européen, euro-juif, si je peux dire. Donc, bien sûr qu'il y a des éléments de tension interne tellement forts dans cette société en crise économique et aujourd'hui visiblement politique et démographique, que de toute façon, tout esprit moyennement rationnel qui vit à Tel Aviv ne peut pas aujourd'hui ne pas se poser la question de la perspective du projet sioniste. Et le projet sioniste, pour moi, il est déjà enterré. Et le 7 octobre, à cet égard, est une date fondamentale parce qu'on nous parle tellement des soi-disant massacres commis par les Palestiniens le 7 octobre. Je dis soi-disant parce que dans la télévision israélienne, dans le journal Haaretz, on a démantelé une partie au moins de ces allégations. On nous parle tellement de massacres. Et je précise que comme la désinformation, c'est quand même extrêmement important en cas de guerre, je suis en train de préparer une émission à les médias mensonges du jour sur justement le 7 octobre, on n'a pas arrêté de nous dire est-ce que vous condamnez les massacres du Hamas, est-ce que vous condamnez les atrocités, etc. Et donc, dans des émissions précédentes, nous avons déjà dit plusieurs fois qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas debout, les bébés décapités, beaucoup de questions qui se posaient. Mais maintenant, on voit que, comme tu le disais, dans la presse israélienne, on a trouvé toute une série de gens qui contredisent cette version et qui disent qu'en fait, l'armée israélienne a tué elle-même une grande partie des victimes du 7 octobre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre qui auraient pu être commis, mais ce qui veut dire qu'en tout cas, les chiffres que nous ont donnés ne sont absolument pas sérieux. Bruno, je voudrais que tu reviennes à la question, est-ce qu'il y a des mesures transitoires qui permettrait, je vais dire, de faire accepter en douceur aux Israéliens qui sont quand même très braqués que oui, une coexistence pacifique peut être possible. La première mesure, évidemment la plus urgente, c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, automatiquement, doit ouvrir un processus de négociation, ne serait-ce que sur le sort des prisonniers. Oui, mais je parle sur l'organisation... des prisonniers des deux côtés, parce que s'il y a 200 prisonniers israéliens à Gaza, il y a plus de 5000 prisonniers palestiniens en Israël. Hein, donc il faut rétablir aussi les proportions. Ils sont aussi pris en otage. Mais je parle des mesures après la négociation. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme fonctionnement? Je pense que automatiquement, le processus de négociation entamé va ouvrir dans la société israélienne la question justement de ce qu'a démontré le 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre a démontré que l'armée et le service secret israélien ne tenaient plus la route. Donc à partir de ce moment-là, le rapport de force a été modifié. Et quand un rapport de force est modifié, on est obligé d'entrer dans des compromis avec l'adversaire. Et donc tôt ou tard, un cessez-le-feu va ouvrir la porte à des négociations qui dépasseront largement la question des prisonniers. Oui, d'accord, mais je faisais allusion, excuse-moi, à un texte que tu as rédigé récemment qui expliquait qu'on pouvait imaginer un fonctionnement un peu parallèle dans un État qui garantirait les droits des minorités, qui rassurerait. C'est à ça que... Oui, alors, je reprends quelque chose, évidemment, qu'on a totalement oublié, qui est ce qu'avait produit à la fin de l'Empire russe et dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, un parti socialiste juif qui s'appelait le Bund. Alors lui, il était anti-sioniste et son projet portait sur ce qu'on pouvait faire pour les juifs en Europe de l'Est, en Russie ou en Pologne. Mais son idée était assez intéressante, c'était l'idée qu'il fallait découpler l'administration du territoire de l'administration de ce qu'il appelait l'autonomie nationale culturelle. C'est-à-dire que chaque groupe peut avoir une autonomie nationale culturelle dans le cadre d'un État multinational, d'une certaine façon une fédération non territorialisée. C'était un projet qui était majoritaire. Il faut rappeler qu'en 1938, lors des dernières élections municipales en Pologne, le Bund avait obtenu la majorité absolue du vote juif. Vote donc antisioniste et vote pour une autonomie culturelle dans le cadre, alors évidemment à l'époque c'était dans le cadre d'un État polonais démocratique et socialiste, mais pourquoi ne pas imaginer un État de ce type en Palestine, dans lequel, effectivement, les Juifs pourraient avoir une autonomie culturelle au même titre que les Palestiniens et en même temps un État commun biethnique, si je peux dire. C'est au moins quelque chose qu'il faut lancer dans le débat, puisque c'est une idée qui vient du cœur même de la culture juive européenne et qui a finalement
qui a touché justement les descendants européens des colons sionistes qui ont hésité un temps entre Bund et sionisme. Ils ont pris parti pour le sionisme, mais le sionisme étant en bout de course, à mon avis, la solution Bund en Palestine devient assez envisageable. Bien, Hamdan, un commentaire peut-être. Il y a eu dans le passé d'autres pays où des conflits ont été très graves. On a parlé de l'Afrique du Sud, on pourrait parler de l'Algérie aussi, où se posait la question, est-ce que les Français colons vont rester ou non? Écoutez, dans l'Algérie, il faut revenir aux accords d'Évian. Les colons ou les Algériens européens d'origine européenne avaient tous les droits de rester en Algérie, mais ils se sont solidarisés avec l'OAS, une organisation criminelle et fasciste et terroriste, et ils ont dû emporter leurs valises et partir parce qu'ils se sont solidarisés. Et moi, je pense quand même en Israël, en 73, l'idéal était de faire un accord, d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais à la place de cela, on a vu en 75-76 l'arrivée de l'extrême droite israélienne, Shamir, Begin et tout ça. Donc, de plus en plus, c'est-à-dire il y a une minorité messianique, hystérique, qui impose ses lois à Israël, au lieu de trouver une solution vraiment Est-ce qu'on peut dire qu'elle fait du tort aux Juifs, en fait, cette direction? Les directions, oui, mais maintenant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le gouvernement. Ça, c'est l'extrême illustration de cette idéologie d'exclusion. Je vous rappelle que en 1948, quand les États-Unis avaient reconnu Israël, l'indépendance d'Israël, Truman, qui était président des États-Unis à l'époque, on lui avait présenté la déclaration de reconnaissance comme l'État juif d'Israël. Il a barré de sa main le mot juif. C'est-à-dire, dans son esprit, ça devrait être un État binational. Et maintenant, en 2018, on a changé la constitution. Maintenant, Israël est devenu un État juif, c'est-à-dire non démocratique. C'est un État d'apartheid. Et là, vous pouvez regarder les textes. Donc, comment vous voulez faire la paix avec une idéologie pareille? Et Netanyahou, même s'il se défend d'être de cette, mais c'est lui qui a ratifié cette loi. C'est par opportunisme, par idéologie, voilà. Et puis le seul qui a osé signé Oslo, Camp David et Oslo, c'était Rabin, qui était loin d'être un tendre, qui cassait les bras des enfants, qui lançaient des pierres, etc. Et il a été tué par un extrémiste juif. Oui. Donc, comment vous voulez faire avec une telle idéologie, avec une telle caste politique qui est qui n'a aucun sens des réalités et des rapports de force. Ils ne comprennent pas que maintenant Israël devient un fardeau pour l'Occident plutôt que un outil. Ça ne dessert jamais les intérêts occidentaux. Et vous savez, dans le capitalisme, quand on voit que c'est une charge, on s'en débarrasse. Je voudrais en venir à une dernière question. On voit bien que vous dites il y a une solution, qu'elle passe par l'application de la démocratie, c'est-à-dire la reconnaissance des droits égaux, un homme, une voix. Dans l'immédiat, pour faire pression, pour que le massacre s'arrête, pour défendre les Palestiniens, quel type d'action vous pensez est nécessaire? Il y a des manifestations. On a d'ailleurs samedi prochain une grande manifestation à Bruxelles, une dimanche à Paris. Il y a des manifestations. Est-ce que ça suffit? Quelle forme d'action vous trouvez nécessaire? Et j'ajoute, est-ce qu'il faut faire pression sur Israël, surtout sur les États-Unis et l'Europe? Sur qui? C'est-à-dire, pour moi, si ça dépend de moi, c'est-à-dire de déchirer les accords de Camp David, le traité de paix fallacieux entre l'Égypte et
et Israël, qui est à l'origine de cette situation qu'on vit actuellement, que tous ceux qui ont normalisé reviennent sur leurs décisions stupides et à courte vue. Euh, et c'est le seul langage que l'Occident comprend et qui le pousse à faire pression sur Israël, parce que ceux qui disent que l'Occident n'a pas de moyens de raisonner Israël, c'est la foutaise. C'est Israël, à chaque fois que l'Occident avait haussé le ton, il s'était soumis. En 56, rappelons-nous, quand Ben Gurion avait occupé avec la France et l'Angleterre à l'issue de l'expédition de Suez, le Sinaï, il avait déclaré du haut de la Knesset que c'est la terre éternelle d'Israël et plus jamais on ne le lâchera pas. Et Eisenhower lui écrit le lendemain: j'ai appris que vous avez dit ça. Si c'était vrai, je crois que les relations entre nous, entre les États-Unis et Israël, vont connaître des conséquences très négatives. Et le lendemain, le surlendemain, il a dit non, je n'ai jamais dit ça. On va négocier le retour à nos frontières de 56. Montre que si on a une pression, si on a les États-Unis, Israël va obéir. Vous savez, lors de la guerre un point, c'est important. Lors de la guerre contre l'Irak en 91, Israël a voulu participer à la guerre. Et les États-Unis avaient dit niet. Si un avion israélien participe, il sera abattu par nous. Donc, et puis à l'époque, c'était Bush père qui avait voulu un peu appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, mais finalement, il n'a pas duré. Et puis, c'était c'est-à-dire les élections, le système électoral israélien fait en sorte que ce sont les ultras, avec la proportionnelle absolue, ce sont les ultras qui dominent la scène politique israélienne. Donc, c'est de surenchère en surenchère. Bien, donc pression sur les États-Unis, je comprends bien. Comment le faire, Hamdan? On voit qu'un peu partout, il y a des appels au boycott de McDo et de firmes comme ça. Il y a Carrefour en France aussi qui est venu en aide à l'armée d'Israël. Comment faire la pression sur les États-Unis? Qu'est-ce que les Palestiniens peuvent souhaiter? Moi, je pense que d'abord, la priorité de toute action maintenant, c'est d'arriver à arrêter ces massacres perpétués par l'armée israélienne contre la population civile de Gaza. Donc ça, c'est la première chose, ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Donc il faut arrêter ce processus. Et deuxièmement, pour arriver à cela, c'est ça la question, comment on arrive à cela? Moi, je pense que d'un côté, il y a toutes les pressions qu'on peut imaginer sur les États-Unis, parce que les États-Unis possèdent cette clé-là, la clé pour arrêter que l'armée israélienne continue à bombarder massivement et causer les dégâts qu'on connaît. Donc, c'est les États-Unis qui ont cette carte-là. Donc, il faut faire des pressions sur les Américains. Maintenant, je pense que la pression sur les Américains, il y a plusieurs cartes qu'on peut jouer sur les Américains. Il y a la pression populaire. Aux États-Unis, il y a un mouvement très large de manifestations contre la position de l'administration de Biden concernant la continuité des bombardements israéliens, même des responsables américains dans le ministère des Affaires étrangères, etc., qui demandent à ce que l'administration américaine change de position. Mais l'autre carte, en dehors de cette, il y a une carte qui est en train comment dirais-je, qu'on est en train de voir et qui monte dans son efficacité, c'est à l'intérieur de la communauté juive américaine, là où il y a effectivement un début d'un mouvement. Un mouvement, à mon avis, il va devenir important. Et là, ça pose la question sur le type de relation qui lie les États-Unis avec Israël. Ça, la question, elle est posée dans la communauté juive américaine, surtout dans les rangs, je dirais,
des universitaires, des artistes, des personnes actives dans la société civile, etc. C'est une carte aussi, à mon avis, importante et c'est une carte électorale aussi pour Biden parce qu'il y a une menace de la part de pas mal d'associations juives américaines qui disent si ça continue comme ça, nous ne mettrons pas notre vote en faveur de Biden candidat. Donc, c'est une carte de... Trump, ça vaut pas mieux. Voilà, mais ça c'est vrai, mais c'est déjà une pression sur Biden lui-même parce que l'objectif principal pour lui, c'est d'être réélu de nouveau. Mais il y a aussi une carte, mais malheureusement qui est absente. C'est la carte du monde arabe. Dans le monde arabe, la partie officielle arabe, malheureusement, qui vont se réunir demain, on le sait. Donc, il y a un sommet arabe demain à Riyad, en Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qu'il va faire le sommet arabe, sinon de sortir un communiqué, nous sommes à côté de nos frères palestiniens, ceci, cela, ça on connaît, c'est cette disque qui est complètement sans importance. Mais la carte du monde arabe, si le monde arabe officiel avait conscience de sa capacité, à ce moment-là, le cessez-le-feu, il est déjà arrivé depuis des semaines. Hein, donc, parce qu'il a une carte importante, le monde arabe, dans ses relations avec les Américains, mais malheureusement, il n'est pas utilisé. Maintenant, donc... On voit une chose quand même, Ouais. les BRICS viennent de s'élargir. Il y a eu non seulement l'Iran qui était déjà un peu en partenariat avec la Russie et la Chine, mais il y a même eu l'Arabie Saoudite. On a vu l'Égypte, l'Éthiopie rejoindre le mouvement des BRICS. Est-ce que ça pourrait indiquer que le monde arabe aussi pourrait commencer à bouger avec Oui. ses intérêts? Moi, je serai très rapide parce que j'ai voulu continuer au niveau de la question, la solution pour après. Moi, je pense qu'Israël va obligatoirement se modifier et changer. Et moi, et cela grâce à trois facteurs. Moi, je vais les citer rapidement. Le premier facteur, à mon avis, c'est la présence dans cette région d'un axe de résistance. Ça ne se limite pas aux Palestiniens ou du mouvement palestinien. C'est un axe qui regroupe plusieurs forces dans plusieurs pays. Et c'est très important parce que c'est un axe de résistance qui est assez présent dans la région. Et il est en train Un axe qui regroupe les Palestiniens, le des Libanais, des Yéménites, des Irakiens, de l'Iran aussi, la Syrie, Le Syrien. etc. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Deuxième facteur, à mon avis, c'est toute la situation interne à Israël. Israël va connaître des problèmes énormes une fois où les combats s'arrêtent. À ce moment-là, Israël, effectivement, l'action sera posée entre les Israéliens eux-mêmes et cette armée-là qui n'était pas capable de nous protéger, alors quelle est la solution après? Quelle est la solution après? Ça va entraîner un débat à l'intérieur d'Israël. Et moi, je pense aussi, parmi les conséquences de 7 octobre, c'est je dirais, le départ d'une partie des Juifs européens surtout. Moi, je pense que on va connaître je dirais, cette conséquence. Le troisième facteur, à mon avis, c'est le changement dans le monde. Le monde change. Le monde change. Le monde n'est pas la seule puissance, les États-Unis. Le monde change. Il y a d'autres puissances qui existent. Il y a d'autres volontés. Il y a d'autres alliances dans ce monde-là. Et ce sont des changements, de modifications qui ne sont pas en faveur d'Israël. Ils essayent, les Israéliens. On a vu dernièrement donc le projet de l'Inde vers l'Europe passant par Israël, mais c'est un projet qui ne connaîtra pas, je dirais, la vie. Et par conséquent, non, le monde, il change. C'est un facteur important aussi. Bien, ben voilà une synthèse très intéressante. Bruno, Je rajouterais, pardon. un bref commentaire sur que faire pour augmenter cette pression et est-ce qu'on doit avoir de l'espoir? Oui, moi je suis optimiste. Bien sûr, je suis horrifié par ce qui se passe en ce moment, mais il faut avoir de la distance et de la hauteur, c'est-à-dire au-dessus de cette horreur absolument extrême et qui montre en fait la faiblesse d'Israël et non pas sa force. Parce qu'une bête blessée est toujours bien plus dangereuse qu'une bête à l'état de son apogée. Donc ça, c'est un premier point. Je suis optimiste aussi parce que je pense qu'on voit quand même au cours des 3 dernières semaines que notre appareil de propagande dans tous les pays occidentaux cède quand même progressivement du terrain et qu'on peut dire des choses qui étaient impensables il y a 3 semaines, ce qui montre que les élites européennes sont en train de bouger. Je pense en particulier à la vice-première ministre
ministre de Belgique, par exemple, qui a dit que quand même, qui a fait une avancée. C'est révélateur de quelque chose. Elle n'aurait pas pu le dire. Pour être concret, parce que ce n'est peut-être pas diffusé chez vous, il y a non seulement la vice-première socialiste qui a dit qu'il fallait boycotter les produits des colonies israéliennes, même le CDNV, qui est un parti chrétien plutôt à droite, a aussi appelé à ce boycott. Et donc, je veux dire, quand on parlait de BDS et du boycott, on se faisait traiter d'antisémite jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc maintenant, ça montre un shift, comme on dit, un basculement qui est en train de se faire. Ils sont en train de se rendre compte, d'une part, qu'ils risquent d'être impopulaires à soutenir des crimes, et d'autre part, que leurs intérêts ne sont plus garantis par Israël, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est très révélateur. Alors effectivement, aux États-Unis, c'est fondamental. On le voit évidemment aussi, le basculement de l'opinion américaine, ou tout au moins d'une partie importante et surtout très dynamique de l'opinion américaine. Les manifestations pro-Palestine qu'on a aujourd'hui, c'est les manifestations les plus grandes aux États-Unis depuis la guerre d'Irak. Et pourtant, les États-Unis ont connu des manifestations au cours de ces 30 dernières années. Et là, on a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, on a une pression de l'opinion, je dirais une lutte contre la montre entre les fanatiques de la guerre et l'opinion publique, qui fait que on voit quand même que l'opinion publique a des atouts, d'autant plus qu'une partie des élites quand même plus rationnelles dans le monde occidental, qui peuvent être même conservatrices, pourquoi pas, mais qui ont un réalisme joue. Et puis évidemment, l'autre grand espoir, c'est ce qu'on appelle la rue arabe, c'est-à-dire que les gouvernements arabes ne sont pas immuables et que les peuples arabes sont incontestablement mobilisés dans la lutte et qu'il y a donc une convergence à faire entre le mouvement populaire en Occident et le mouvement populaire dans les pays arabes, les organisations, donc palestiniennes bien sûr, mais pas que, toutes les organisations progressistes, le Forum de la gauche arabe, etc., etc. Il faut multiplier avec eux les contacts, coordonner nos activités et pousser les gouvernements réactionnaires arabes à jeter du lest, en même temps que nos gouvernements occidentaux devront aussi jeter du lest. Donc sur le moyen terme, je suis optimiste. Évidemment, ça passera encore par des monceaux de cadavres à Gaza. C'est ce qui nous touche. Et c'est très difficile, évidemment, d'avoir une pensée rationnelle et froide quand on voit les scènes absolument horribles, puisque le génocide en cours est un génocide télévisé. C'est la grande différence avec le génocide de la Seconde Guerre mondiale qui était caché. Là, on a un génocide télévisé et les opinions ne peuvent pas ne pas réagir. En fait, chacun doit choisir son camp. C'est-à-dire, d'un côté, on a un camp de l'Occident en voie de fascisation, et de l'autre côté, on a les opinions publiques qui n'ont évidemment aucun intérêt à poursuivre dans cette logique mortifère. Voilà. Bien. Voilà qui ouvre des perspectives pour un débat sur effectivement l'augmentation de la répression et des dangers d'extrême droite dans nos pays. Je crois que je vous remercie énormément pour ce que vous avez apporté. Je crois qu'on peut en tirer comme conclusion, comme je l'avais annoncé au début, qu'il y a des motifs d'espoir. Oui, Majed, tu voulais faire une brève intervention? C'est juste pour conclure, si vous voulez, que la guerre de l'image a été gagnée par la résistance palestinienne pour la première fois. C'est-à-dire, on a autant les médias mensonges sont omniprésents et ils véhiculent que des mensonges et tout ça. Les images viennent contredire ces mensonges. Et heureusement, c'est pour ça que l'opinion publique, de plus en plus, est solidaire des Palestiniens qui sont les victimes d'un vrai génocide en direct. Voilà. D'accord avec ça, que la bataille de l'info de l'image. Et c'est beaucoup plus important que l'intox. Voilà. Parce qu'avant, il racontait n'importe quoi. En 48, on ne savait, il n'y avait pas de photos ou très peu de photos. Maintenant, tout le monde voit ce qui se passe. Comment l'appareil militaire sioniste veut pousser les Palestiniens vers le désert, vers un nouvel exode, etc. Ça n'a pas marché. Oui, d'abord la population de Gaza qui est issue majoritairement des réfugiés de 48
à 80% sont des réfugiés de 48, ne veulent plus revivre cette douloureuse expérience. Et on a maintenant des témoignages de la communauté internationale, à commencer par le secrétaire général de l'ONU, l'UNRWA, qui sont bien implantés à Gaza et qui sont des témoins très précieux. D'accord. Bruno, Hamdan, d'accord avec ça, la bataille de l'image? Oui, je pense que la bataille de l'image a été gagnée malgré les médias qui ont tout fait pour qu'elle ne soit pas gagnée. Mais là, il y a le contrepoids d'Internet, sans doute, qui a forcé les médias à montrer des scènes. Je terminerai sur une anecdote, mais qui m'a semblé quand même très importante. Quand CNN reçoit une infirmière américaine qui sort de Gaza, de l'hôpital indonésien de Gaza, et qui est sans doute accueillie par CNN avec l'idée qu'elle va pleurer sur ce qu'elle a fait, etc., et qui, au contraire, parle des Palestiniens comme de véritables héros, comme des gens, comme le fait que son cœur est resté à Gaza et finalement qui soutient de tout son cœur, de façon très émouvante d'ailleurs, les Gazaouis. Évidemment que ça parle aux yeux de n'importe quel Américain moyennement sensible, parce que c'est une Américaine qui vient leur dire ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu, et elle parle de héros en parlant des Palestiniens. Elle parle pas d'un peuple qui se couche sous les bombes. Oui, j'ai vu ça me semble essentiel. J'ai vu cette interview très émouvante. On mettra le lien en dessous de notre entretien. Hamdan, un commentaire éventuellement sur la question. C'est rapidement, moi je dirais, moi personnellement je suis optimiste malgré les pertes. Moi j'ai des amis qui sont morts à Gaza, donc j'ai des personnes avec qui j'étais en contact, mais c'est bon, voilà, il y a presque 10 000 maintenant qui sont identifiés morts, tués à cause des bombardements. Il y en a d'autres qui sont sous les décombres. Malgré cette situation dramatique, tragique, etc. Mais sur le plan politique, stratégique, moi je suis tout à fait optimiste. Moi je pense que l'avenir c'est à nous, il n'est pas à Israël dans cette région. Ça c'est mon conclusion. Bien, merci pour cette conclusion. Je vous avais annoncé au début de l'émission que ce serait un message d'espoir, un message d'avenir. Voilà, c'est confirmé. Je voudrais dire quand même, on a dit il va encore y avoir beaucoup de massacres et de souffrances. On a quand même un rôle pour essayer d'arrêter ça le plus vite possible. Et donc, je voudrais insister sur la bataille de l'info. L'idée que la guerre des images est décisive, ça me conforte puisque avec le collectif Test Média d'Investigation, nous avons publié un livre Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation, qui montre effectivement comment avec des images on manipule, on conditionne une opinion publique et on la pousse à accepter une guerre des États-Unis. Nous faisons des vidéos sur le même thème maintenant avec Télé Palestine qui avait été lancé peu avant ce qui est arrivé, et on peut dire que ça tombe au bon moment, hélas. Justement, on donne la parole aux Palestiniens, on montre les souffrances, on donne les témoignages, parce que avant les Palestiniens, ils étaient invisibilisés ou même diabolisés. Et donc, je voudrais insister pour tous ceux qui nous regardent, n'attendez pas simplement que les États-Unis ou les Européens, l'Union européenne se disent oui, finalement, c'est pas notre intérêt, on va changer, parce que eux, ils sont quand même encore en train de laisser les massacres continuer pour imposer un rapport de force et essayer de faire capituler les Palestiniens. Donc, on a vraiment besoin que vous vous adressiez à tout le monde, en Belgique, en France, en Europe, au monde arabe, aux États-Unis, partout où vous avez la possibilité, et Internet offre énormément de ces possibilités. Informer, diffuser, discuter autour de ce que Télé Palestine apporte. Et bien entendu, on a besoin de votre soutien pour continuer ce travail qui va être très, très précieux dans les années à venir. Majed, Bruno et Hamdan, je vous remercie énormément pour votre débat qui, à mon avis, va être très enrichissant et un grand motif d'espoir pour tous ceux qui nous regardent. Merci à vous. Merci.